Alors ce circuit 2022 dans le Cantal, hein, est une version, très légèrement améliorée du premier circuit, délocalisé de Géolozère qui avait eu lieu en 2010 et à l'époque effectivement, hein, la plupart des membres actuels de l'association n'étaient pas présents. Donc l'idée de refaire ce circuit pour le 20e, anniversaire de l'association s'imposait plus ou moins. L'image qui est ici en fond d'écran, hein, pour cette première diapositive est en fait une image qui a été prise lors du premier circuit. On est depuis le sommet du massif, le pont du Cantal. Et on regarde vers l'ouest et on voit ici 2 des autres principaux sommets du massif, à savoir le Puy Griou au plan moyen et puis le Puy Mary ici à l'arrière-plan. On reparlera bien évidemment de ces sommets, dans la suite de l'exposé. Alors le Cantal, donc paysage, morphologie et géologie du plus grand volcan européen, voire même peut-être un des plus grands volcans mondiaux. Alors on va comparer le Cantal à d'autres édifices, hein, à travers l'Europe et puis la planète. Alors, sur le fait que le Cantal est le plus grand édifice volcanique français, ça, il y a aucun doute. Donc ce que vous voyez ici, hein, c'est le volcanisme du Massif central, donc qui s'étend depuis, la région de Clermont-Ferrand ou un peu au nord de Clermont-Ferrand au nord jusqu'au cap d'Agde au sud et puis depuis les confins de la Corrèze ici à l'ouest jusqu'à la vallée du Rhône ici à l'est. Cet ensemble volcanique du Massif central est composé d'une quinzaine de provinces, alors que vous avez ici, avec leur âge, hein, qu'on va pas détailler. On a vu au cours des circuits passés de géolozère l'essentiel de ces régions et donc effectivement sur cette carte, le Cantal qui est ici, hein, qui est cette grande tache verte est, de façon très évidente, bien plus grand que toutes les autres provinces volcaniques. Voilà et puis au-delà de cette taille, exceptionnelle, il est aussi, particulier dans le Massif central. L'essentiel des autres provinces correspondent à ce qu'on appelle un volcanisme fissural, c'est-à-dire tout un tas de petits édifices volcaniques qui sont dispersés sur un secteur, alignés plus ou moins le long de fractures. C'est le cas évidemment de la chaîne des Puys, c'est le cas du plateau du Devès, c'est le cas des volcans du Velay. C'était le cas avant que les édifices aient disparu de l'Aubrac, et des Coirons. C'est le cas de tous ces volcans ici, de l'Escandorgue et du Languedoc. Voilà et donc on a 2 exceptions à l'échelle du volcanisme du Massif central français, qui sont les monts d'Or, ici un peu plus au nord, et puis le Cantal qui correspondent à ce qu'on appelle des stratovolcans, c'est-à-dire des édifices de taille beaucoup plus importante et qui se sont édifiés sur une période beaucoup plus longue. Alors il y a quand même une différence de taille, hein, le mont d'Or il est plus petit, il est à peu près 2 fois plus petit et puis il est surtout beaucoup plus jeune et le mont d'Or est un stratovolcan qui est finalement assez mal structuré. On avait vu ça en 2016, hein, c'est un espèce d'amalgame de 4 sous-volcans, hein, qui sont, plus ou moins accolés les uns aux autres. Alors que le Cantal, qui est ici au sud et qui est beaucoup plus grand, lui, il a une structure qui est beaucoup plus régulière, hein, beaucoup plus, monolithique. Si le terme est pas forcément très bien choisi, voilà, mais ça correspond au-delà d'un stratovolcan à ce qu'on appelle un volcan bouclier et donc en fait, il a beaucoup d'analogies avec les grands volcans boucliers, hein, qui forment la ceinture de feu du Pacifique et d'ailleurs je le comparerais à un de ces édifices de la ceinture de feu du Pacifique dans la suite de l'exposé. Alors en termes de taille, donc le volcan du Cantal qui est ici, hein, il est à peu près de la même dimension qu'un autre volcan européen que vous voyez sur cette carte. Alors ça, c'est l'ensemble volcanique du Massif central et là, vous avez une deuxième province volcanique, hein, qui a le même âge, donc volcanisme tertiaire, c'est le volcanisme du Rhin. Et donc vous voyez cet édifice qui est ici, là, qui s'appelle le Vogelsberg. Alors le Cantal et le Vogelsberg ont pratiquement la même, superficie et donc sur cette image, qui est une image dans Google Earth, alors je vous ai mis un certain nombre de volcans là, tous à la même échelle. Donc le Cantal 60 sur 70 kilomètres avec une superficie de 2 700 kilomètres carrés, le Vogelsberg 60 sur 60, 2 500 kilomètres carrés, donc vous voyez que c'est à peu près la même chose. Alors ce qu'on voit quand même sur ces images, c'est qu'autant le Cantal d'un point de vue morphologique est parfaitement individualisé, se voit très bien sur les images satellites, mais même à l'échelle de la France, autant le Vogelsberg, c'est beaucoup plus vague. Alors vous avez ici la partie centrale avec les sommets les plus élevés, on est autour de 800 mètres, hein. Voilà et puis on devine une vague structure concentrique, mais c'est évidemment beaucoup moins visible comme que dans le cas du Cantal. Donc c'est vrai que ces 2 édifices, même s'ils ont la même taille et à peu près le même âge, ils sont difficilement comparables. D'autant plus que le Vogelsberg n'est pas un volcan bouclier comme le Cantal, hein, c'est plus un amalgame, de plusieurs édifices, un peu à l'image des monts d'Or ou d'autres provinces volcaniques. Alors vous verrez souvent la comparaison en termes de taille du Cantal et de la Réunion.
Alors en fait, hein, ça c'est une comparaison qui finalement n'a pas lieu d'être parce que la Réunion, ce que vous voyez là, c'est la partie émergée d'un édifice volcanique qui finalement est beaucoup plus grand que ça puisqu'il est sur un plancher océanique qui est à 4 000 mètres de profondeur. Voilà, donc si, la superficie du Cantal et la superficie de la partie émergée de la Réunion sont les mêmes, encore une fois, les éléments de comparaison ne sont pas du tout, évidents. Donc il faut comparer le Cantal à d'autres volcans, continentaux. Alors à l'échelle de l'Europe, évidemment, le plus connu, hein, c'est l'Etna. Voilà, donc l'Etna qui est en Sicile, en fait, il est un peu plus petit que le Cantal, on est autour de 1 600 km², il est un petit peu plus grand que les Monts d'Or. Voilà, donc en termes de taille, c'est en dessous. Et puis autre volcan, actif du continent européen, auquel on pense assez rapidement, c'est le Vésuve. Et donc on voit que là, par rapport au Vésuve, hein, le Cantal, il est beaucoup plus grand, le Vésuve, c'est beaucoup plus petit, même si la province volcanique est, plus grande que ça, puisque vous avez ici ce qu'on appelle les champs flégréens. Voilà, mais bon, encore une fois, elle a pas d'élément de comparaison. Donc je vous l'ai dit, en fait, hein, le seul élément de comparaison pertinent, d'un point de vue volcanologique, bah, c'est, les volcans, les autres volcans boucliers de la ceinture de feu du Pacifique. Et donc celui que je vais utiliser régulièrement au cours de cet exposé, pour comparer le Cantal, c'est le volcan Mayon qui est aux Philippines, alors qui lui est un volcan, bouclier actif, hein, tout à fait typique de ce que sont les volcans boucliers actifs. Un diamètre d'une trentaine de kilomètres, un sommet au centre, hein, qui est parfaitement, bien marqué, contrairement au Cantal où on a du mal à savoir où était le volcan principal. Voilà, donc ça, c'est des images satellites, encore une fois à la même échelle. Et alors après en termes de profil, hein, le volcan Mayon aux Philippines, beh, ressemble à ça, hein. C'est un joli cône très élancé, encore une fois très régulier. Le Cantal, lui, au contraire, c'est un cône, ce qu'on appelle un cône surbaissé. Alors on voit effectivement la partie centrale ici avec des sommets plus élevés. On voit qu'on a des pentes, sur tous les côtés et puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Donc manifestement, si le Cantal a pu ressembler à ça à une époque, donnée, il s'est passé un certain nombre de choses après qui font que maintenant, c'est plus du tout ça. Alors avant de rentrer dans l'histoire géologique, on va s'intéresser un peu à la morphologie et à l'hydrologie de ce secteur. Voilà, donc ça c'est l'image, satellite du Cantal que vous avez vue tout à l'heure. Ce qui frappe, c'est que le Cantal, encore une fois, est parfaitement visible à l'échelle d'une image, de la France. Il est parfaitement visible tout simplement parce que la morphologie, du volcan en lui-même est totalement différente de tout ce qu'on a autour. Alors tout ce qu'on a autour, que vous avez ici là, c'est le vieux socle, de roches métamorphiques du Massif central, qui actuellement est vers, 800-900 m d'altitude. Et puis, ce socle, hein, qui avait une topographie pas tellement marquée, avec des rivières, hein, qui serpentaient avec des méandres. Ces rivières, en fait, se sont encaissées au moment du Quaternaire où, le niveau marin a baissé à plusieurs reprises. Donc maintenant, ce pays, c'est ce que les géographes ou les géomorphologues appellent le pays coupé. Ça correspond en fait à un plateau d'altitude sur lequel vous avez toutes les installations humaines, enfin les villages et les activités. Et puis les rivières, elles, sont encaissées dans des gorges très profondes et très sinueuses et très étroites et qu'il faut franchir, de façon relativement complexe. Donc ce pays coupé, alors là vous avez ici la vallée de la Dordogne, on le verra en fait lundi, puisqu'on va aller nous dans la vallée de la Truyère qui est ici dans le secteur d'Aleuze et vraiment dans ce secteur-là, cette notion de pays coupé, elle est, parfaitement, claire et évidente. Tous les villages sont au sommet des plateaux et puis pour franchir la vallée de la Truyère, il faut emprunter des routes sinueuses et au fond de la vallée, il y a absolument rien. Alors il y a d'autant moins de choses que là, en plus, il y a un lac de barrage. Voilà, et puis le Cantal, lui, encore une fois, la morphologie est complètement différente. On a des grandes vallées très larges et qui rayonnent en étoiles à partir du centre du massif et puis des plateaux, heu, très largement, étendus. Alors ces plateaux, en fait, ils ont plus ou moins une forme triangulaire entre les vallées. Donc en fait, ils forment ce qu'on appelle des planaises. Alors la planaise la plus aboutie en termes de morphologie, c'est celle que vous voyez ici, c'est la planaise de Saint-Flour. La ville de Saint-Flour est ici. On va sillonner assez largement, en particulier, dans la journée du mercredi. Mais vous en avez d'autres. Vous avez ici, par exemple, la planaise de Salers. Vous avez ici ce qu'on appelle la planaise de Chalinard. Enfin voilà. Donc des plateaux triangulaires qu'on appelle les planaises, découpés par des grandes vallées très larges et en fait tout ça, c'est le résultat d'une morphologie glaciaire, qui n'est pas du tout présente encore une fois dans le pays coupé qui est autour. Alors, les rivières,
Donc il y en a à peu près une quinzaine qui rayonnent en étoiles. Ce que vous voyez sur cette image du relief en fausse couleur, beaucoup plus clairement que sur l'image satellite, c'est que, ces vallées sont beaucoup plus nombreuses sur le flanc ouest du volcan qu'elles ne le sont sur le flanc est. Ça s'explique très simplement par le fait que le Cantal étant, mais au même titre d'ailleurs que les monts d'Or qui sont plus au nord, ou que l'Aubrac qui est plus au sud, les premiers reliefs importants que rencontrent les flux dominants océaniques d'ouest, et ça veut dire que le versant ouest est beaucoup plus arrosé que le versant est et donc l'érosion y est plus importante. Les vallées sont plus larges. La plus importante de ces vallées, que vous voyez ici sur le flanc sud-ouest du volcan, c'est la vallée de la Serre, alors qu'on verra très largement puisqu'on va y passer une journée, la journée du mardi. On va faire toute la vallée de la Serre, hein, depuis, l'amont jusqu'à l'aval. Ici, au nord-ouest, vous avez une deuxième vallée qui s'appelle la vallée du Mars. Parallèlement à la vallée de la Serre, ici, vous avez, heu, une rivière affluente qui est la Jordan. En fait, les 2, la Jordan se jette dans la Serre à Aurillac. Voilà, alors la vallée de la Jordan et la vallée du Mars, on en verra la tête vendredi quand on fera le la région du Puy-Mary. Puis alors après sur le flanc ouest, vous avez toute une série d'autres petites rivières, donc qui sont l'Autre, la Doire, la Bertrande, l'Aspre et puis cette vallée qui est ici, hein, qu'on verra très largement puisqu'on va la faire, hein, vers l'aval et vers l'amont, puisqu'on va aller, nous, à la ville de Salers qui est à peu près ici. C'est la vallée de la Maronne, hein, qui est aussi une très belle vallée glaciaire. Alors ensuite, sur le flanc nord, on a la vallée de la Véronne qu'on ne verra pas. Ici, vous avez la vallée de la Rue. Alors en fait, les rues, parce qu'il y a la rue de Chéla et une autre rue dont je me souviens plus le nom. Voilà, celle-là aussi, on va la voir très, très largement, jeudi et puis la vallée de la Santoire qu'on verra également jeudi. La vallée de la Santoire, près de sa source, hein, se divise en 2 et vous avez ici un petit affluent qui s'appelle l'Impradine. En fait, hein, c'est dans la vallée de l'Impradine qu'on va manger à l'auberge des gens, donc jeudi midi. Toutes ces rivières ici en bleu sont des affluents de la Dordogne, hein, qui est ici dans l'angle nord-ouest de la carte. Et elle s'y jette alors pour la Santoire, hein, pas très loin en aval de la Bourboule, et pour la Serre dans la région d'Argentat en Corrèze. Sur le flanc sud et sud-est ici, alors il y a, des vallées, hein, qui sont beaucoup moins larges. Alors ici, la vallée de l'Épie, je commence par elle, c'est pas la plus spectaculaire, mais celle-là, on la verra très bien depuis le plomb du Cantal, déjà d'une part, dimanche après-midi, et puis ensuite, on va remonter cette vallée de l'Épie lundi après-midi. Voilà, la vallée de l'Épie. Ici, vous avez 3 autres vallées, donc qui sont le Brezon, le Cynique et le Goul, qu'on verra pas. Par contre, on verra ici cette petite vallée qui est l'Ander, c'est la rivière qui passe à Saint-Flour et l'Ander, en fait, prend sa source beaucoup plus en amont, ici, sur la planète de Saint-Flour, finalement pas très loin de la ville de Murat. Voilà, toutes ces rivières en jaune ici sont des affluents de la Truyère. La Truyère est un affluent du Lot. Voilà, donc en fait, tout ça, Dordogne et Truyère, c'est le bassin versant de la Garonne. Donc en fait, effectivement, hein, 80 à 90 du Cantal est drainé, par des affluents de la Garonne. La seule rivière qui ne soit pas un tributaire de la Garonne, c'est celle-ci, ici sur le flanc est, c'est celle dans laquelle on est, c'est l'Alagnon. L'Alagnon, donc qui quitte le Cantal ici en aval de Murat, dans la région de Neussargues, hein, rejoint, alors beaucoup plus au nord-est, la vallée de l'Allier, dans la région de Brassac-les-Mines. Voilà, et donc toutes ces vallées, je l'ai dit tout à l'heure, hein, sont des vallées glaciaires, d'où cette morphologie fondamentalement différente du pays coupé qui existe autour. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette morphologie glaciaire? Hein, tout simplement parce que le Cantal a été entièrement recouvert d'une calotte glaciaire. Alors à de nombreuses reprises depuis le début du Quaternaire, donc depuis 2 millions d'années, mais particulièrement, les 4 dernières glaciations depuis 400 000 ans. Voilà, la dernière, de ces glaciations qu'on appelle le Wurm a commencé il y a moins 80 000 ans, s'est terminée il y a moins 12 000 ans. Voilà, en fait, on a une succession de périodes glaciaires très longues, entrecoupées de périodes interglaciaires plus courtes, tout ça avec un cycle de 100 à 120 000 ans. Nous sommes actuellement dans une période glaciaire qui s'appelle l'Holocène et qui a commencé il y a 12 000 ans. Donc jusqu'à il y a 12 000 ans, le Cantal était entièrement recouvert d'une calotte glaciaire. Ce qui fait qu'en fait, les morphologies volcaniques, ben, on en voit très peu dans le Cantal, c'est pas ça qui est frappant. Elles sont pas ou très peu conservées. Par contre, le Cantal, hein, montre une très belle morphologie glaciaire de moyenne montagne, c'est vraiment des choses très belles. Alors petit rappel rapide avant de rentrer dans le détail de ces morphologies glaciaires qu'on va voir, c'est que, contrairement à l'eau qui creuse et qui érode,
La glace, elle ne sait pas creuser. En fait, la glace, quand elle s'installe sur une surface continentale, elle ne fait que retoucher le relief existant, voilà, mais elle ne sait pas creuser. Alors, en particulier, si la glace s'installe sur un plateau, bah, elle va simplement raboter le plateau, elle va tout niveler. C'est ce qui s'est passé sur les Planèzes. Donc il y avait quelques reliefs sur les Planèzes, hein, et qui étaient des reliefs volcaniques, qui étaient des cônes de scories, sauf qu'ils ont été tellement complètement rabotés qu'on les voit plus. Maintenant, c'est devenu des vagues collines et dans lesquelles on n'a absolument aucun élément pour reconnaître d'anciens cônes de scories. Et puis alors les vallées, bah, elles ont été, élargies dans ce qu'on appelle des vallées en auge glaciaires, voilà. Donc c'est un profil typique, hein, contrairement à la vallée fluviale qui, elle, présente un profil en V. La vallée glaciaire présente un fond plat, des rebords plus abrupts et puis éventuellement ce qu'on appelle des épaulements, hein, qui montrent la limite supérieure de la glace. Très bel exemple dans le Cantal, c'est la haute vallée de la Serre. Donc ça, c'est une image qui est prise depuis Fond de Serre, où on sera, beh, dès le midi du premier jour. Voilà, donc ça, c'est le village de Saint-Jacques-des-Blats. Voilà, donc on voit le fond plat de cette vallée glaciaire, on voit les 2 rebords abrupts et puis on devine ici un épaulement qui montre en fait le niveau maximal qu'a dû atteindre la glace, bah, au cours de la dernière glaciation qui était le Würm. Voilà et puis toutes les vallées, présentent ce profil. Juste un autre exemple, donc ça c'est la haute vallée de la Rue, donc là c'est en direction du nord, c'est vu depuis le Puy-Mary. Même chose, fond plat, rebord abrupt, voilà et puis ce que vous voyez ici en fond, hein, c'est le massif du Sancy, donc à, une petite centaine de kilomètres plus au nord du Cantal. Alors les têtes de ces vallées, elles sont retravaillées en cirques glaciaires. Alors les cirques glaciaires, hein, qui présentent donc des flancs abrupts, hein, ont tendance à progresser vers l'amont, donc c'est ce qu'on appelle une érosion régressive et ça se voit très bien quand on regarde, heu, une image du relief, dans la partie centrale du Cantal. Alors ici, c'est la vallée de la Jordanne et la vallée de la Serre, on a une espèce de grand cirque ici, qui en fait, lui, n'est pas d'origine glaciaire, on verra sa signification plus tard. Par contre, quand on regarde toutes les autres vallées, en particulier au nord, ici c'est le Mars, ici c'est la Rue, ici c'est l'Impradine, ici c'est la Santoire, on voit très, très bien, hein, ces cirques glaciaires et puis également ici sur le flanc ouest. Voilà et du coup, le fait que ces cirques progressent vers l'amont fait que les reliefs, bah, se réduisent en fait à des espèces d'échines comme ça, sinueuses, heu et en fait, à la jonction, hein, de plusieurs cirques glaciaires, il va rester des reliefs en pointe, alors qui sont caractéristiques de l'érosion glaciaire, hein, c'est des reliefs en forme de pyramide. À la jonction de plusieurs cirques glaciaires, c'est ce qu'on appelle des hornes, alors ou des cornes glaciaires en français. Il y en a une qui est très, très célèbre dans les Alpes suisses, hein, c'est le Cervin. Voilà, mais dans le Cantal, il y a également un très, très joli horn, qui est le Puy-Mary. Alors vous voyez ici la forme en pyramide, hein, depuis une photo prise au niveau du sol. Après, comme on a du mal à trouver au niveau du sol une vision, complète de ce puits, moi ce que je vous ai mis ici, c'est une image tirée donc de Google Earth. Voilà, donc là vous voyez le Puy-Mary, vous voyez le fait que c'est une pyramide à 4 côtés, chaque côté correspondant à un cirque glaciaire. Celui qui est en face de nous ici, c'est la tête de la vallée du Mars. Celui qui est ici à droite, c'est un des cirques de la tête de la vallée de la Jordanne. Celui qui est au fond ici, c'est la tête de la vallée de l'Impradine et enfin ça, c'est la tête de la vallée de la Rue. Vous voyez ici au passage d'ailleurs la route qu'on fera, le vendredi matin. On rejoindra donc le Pas de Pérol par ici, ensuite on ira vers Salers et puis le soir, on repartira par là. Donc en fait, on fera pratiquement le tour complet du Puy-Mary. Alors le Puy-Mary, hein, c'est un relief maintenant, glaciaire, c'est un horn, mais avant d'être ça, c'était un dôme de trachyte, donc c'était bien au départ un relief volcanique qui devait ressembler, comme 2 gouttes d'eau à ce qui est actuellement le Puy-de-Dôme un peu plus au nord. Et alors, ça c'est plus discret dans le Cantal, hein, mais l'érosion glaciaire, elle a également un effet sur le profil en long des vallées. Alors, pour faire simple, hein, quand une vallée s'installe, donc entre la source et puis ce qu'on appelle le niveau de base, alors ça peut être l'embouchure au niveau de la mer ou le niveau où la rivière rejoint un fleuve plus important. Voilà, donc on a au début un profil en long qui est, irrégulier avec des pentes plus fortes, des pentes plus faibles, tout ça étant lié alors à la dureté des roches, mais pas uniquement à ça, c'est aussi un héritage géologique. Voilà, alors après, si plus rien ne change, s'il n'y a plus du tout de variation du niveau marin ou d'activité tectonique,
Si on est dans un contexte fluviatile, bah, la rivière, elle va creuser et elle va, tendre vers un profil d'équilibre qui va ressembler à ça, donc des pentes très, très fortes au début, puis qui diminuent pour arriver à des pentes très, très faibles à la fin. Donc une érosion importante, hein, qui va éliminer un gros volume de roches. Si c'est une langue glaciaire qui s'installe dans cette vallée-là, elle va pas du tout avoir le même effet. Alors elle creuse, mais pas tellement. En fait, elle retouche le relief, voilà et alors elle va avoir tendance à approfondir dans les zones qui étaient plus plates, souvent parce qu'elles sont plus tendres. Alors qu'au contraire, dans les zones qui étaient, qui formaient les seuils, qui sont souvent des roches plus dures, ben elle va au contraire laisser des voilà, des zones comme ça en relief. Donc elle va surcreuser dans les parties tendres et elle va laisser, des seuils étroits dans les parties dures. Alors les parties tendres forment ce qu'on appelle des ombiliques et les parties dures forment ce qu'on appelle des verrous glaciaires. Donc des ombiliques glaciaires et des verrous glaciaires, c'est des morphologies qui sont spectaculaires dans les vallées glaciaires des hautes chaînes de montagnes, donc les Alpes ou les Pyrénées. Et je vais vous montrer juste un exemple, donc c'est encore une image tirée de Google Earth, un exemple qui, provient d'une vallée que la plupart d'entre vous connaissent, c'est la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées. Voilà, donc là, ce que vous avez ici, c'est la ville de Larens, qui est installée dans un très, très bel ombilic, très large. Alors fermé vers l'aval par un verrou qui est à peu près ici. Ensuite, vous avez un deuxième ombilic qui est un peu plus allongé. Donc là, on est au niveau de Biel et ici, vous avez la langue glaciaire qui descendait de plateau de Marie-Blanque. Un deuxième verrou à cet endroit-là et puis enfin un troisième ombilic au niveau d'Arudi. Voilà, donc ça, c'est une morphologie glaciaire très belle. Alors ça existe également dans la vallée de la Serre, même si c'est beaucoup plus discret. Voilà, la vallée de la Serre, hein, depuis sa source, donc au niveau du Lioran jusqu'en aval de Vic-sur-Serre, présente 3 ombilics, Saint-Jacques-des-Blats, Thiézac et Vic-sur-Serre. Et ces 3 ombilics sont séparés par 2 verrous qui s'appellent respectivement donc le pas de Compin et le pas de Serre. Il se trouve que mardi, on va s'arrêter au niveau du pas de Serre et s'arrêter au niveau du pas de Compin. Donc on va pouvoir avoir une idée, hein, de ce profil en long de la vallée de la Serre, même si encore une fois, il est beaucoup moins spectaculaire que celui de la vallée d'Ossau. Voilà, donc on arrête pour l'instant sur cette première partie de l'exposé et on passera ensuite à l'histoire géologique.